Bien, mesdames, messieurs de la presse, mes chers compatriotes, gabonaises, gabonais. Il y a quelques semaines de cela, j'avais indiqué devant la presse nationale et internationale qu'il ne m'appartiendrait pas de me transformer en chroniqueur de l'actualité politique de notre pays. Il ne m'appartenait pas de commenter tous les faits et gestes d'un gouvernement issu de l'élection présidentielle. Ce faisant, mon but était de laisser à l'équipe nouvellement constituée le temps et le soin de prendre ses marques, car à mes yeux, la confrontation politique ne doit pas conduire à l'obstruction, ni à l'empêchement de projets de développement. Cependant, mes chers compatriotes, au regard de la gravité de certaines décisions et de certaines situations que vivent les populations gabonaises, j'ai fait le choix de rompre le silence pour faire entendre ma voix. Il est donc temps de parler avec clarté, avec gravité, avec responsabilité. Le Gabon traverse une séquence politique inédite. Une séquence où les espérances nées de la transition pourraient à tout moment céder la place aux désillusions. Si nous, population gabonaise, nous, élite gabonaise, nous, acteurs politiques gabonais, si nous ne restons vigilants, lucides et mobilisés. Il ne s'agit plus d'un simple ajustement de régime ou de pratique. Il s'agit de déterminer ici et maintenant quelle république nous voulons bâtir. Pour qui? Pourquoi? Au nom de qui? Je prends aujourd'hui la parole devant vous pour évoquer 5 faits majeurs qui interpellent notre conscience civique et requièrent notre engagement sans détour. Premièrement, la situation de la plateforme Ensemble pour le Gabon. Notre plateforme Ensemble pour le Gabon, née dans l'élan de la rupture que nous avons prôné et porté avant et pendant la présidentielle du 12 avril 2025, devient un parti politique. Pas un parti de façade, pas un label de plus sur la longue liste des cycles inutiles. Ensemble pour le Gabon est une force d'opposition indépendante, enracinée dans le refus de l'allégeance, de la compromission et de la soumission. Nous nous organisons, non pas pour exister dans l'ombre tolérée du pouvoir, mais pour incarner une alternative crédible, une vraie alternative, une exigence, une voie nouvelle. Nos adhésions s'ouvrent le mercredi 18 juin prochain. À tous ceux qui croient encore en la valeur de l'engagement politique, à tous ceux qui refusent de céder à la peur, au fatalisme ou à l'opportunisme. Deuxièmement, la réforme des partis politiques que veut nous imposer le pouvoir. Sous couvert de rationalisation, ce que l'on tente aujourd'hui de mettre en place est une entreprise de domestication du pluralisme. L'exigence de 18 000 adhérents, ramenés à 9 000 pour exister légalement, l'obligation d'un siège, d'un compte bancaire,
de disposer d'élus nationaux et locaux au sortir des prochaines élections. Tout cela n'est qu'un prétexte. Une mécanique bien huilée pour assécher le paysage politique, éliminer les voix dissidentes et verrouiller le jeu avant même qu'il commence. Mesdames et messieurs, ainsi naissent les dictatures, ainsi s'établissent les tyrannies. La démocratie ne peut être conditionnée à la richesse matérielle, à l'implantation territoriale artificielle ou à la validation par le pouvoir central. L'histoire nous enseigne que les grandes idées naissent souvent sur les marges, que les vrais mouvements politiques commencent petits, mais justes. Derrière cette prétendue réforme, ce que l'on prépare, c'est une démocratie administrée, une démocratie encadrée, une démocratie caporalisée, nettoyée de ses aspérités, domestiquée par les chiffres, une démocratie de sélection et non d'expression, une démocratie de contrôle et non de confrontation. Nous disons non à cette vision, non à cette imposture. Troisièmement, mes chers compatriotes, ce que, à nos yeux, signifie la nomination de M. Henri-Claude Oyema. Ce n'est pas de la compétence de l'homme qu'il s'agit. Ce ne sont pas ses capacités managériales qui sont en cause. C'est le politique que cette nomination envoie. M. Henri-Claude Oyema concentre désormais les fonctions économiques stratégiques de l'État, tout en gardant le contrôle d'une banque systémique avec l'accord de ses actionnaires et, en même temps, la direction d'une institution boursière régionale. C'est une anomalie démocratique. C'est un mélange de genres, un danger pour l'équilibre des pouvoirs, une grave atteinte à tous les principes de bonne gouvernance, une violation flagrante des lois nationales et des directives communautaires. On ne gouverne pas un pays comme on gère une entreprise privée. On ne réforme pas l'État en s'appuyant sur un oligopole. On ne modernise pas la République en la livrant à la théocratie d'un seul homme. L'éthique, aussi bien publique que personnelle, impose des lignes rouges. Et ces lignes rouges sont aujourd'hui allègrement franchies. L'État se trouve donc assujetti au bon vouloir d'actionnaires privés qui seuls peuvent décider du moment où le ministre des Finances abandonnera ses autres mandats. Cela n'est pas acceptable en démocratie et nous le dénonçons. Par ailleurs, l'économie, la politique, la finance et la garde républicaine, corps d'élite ne dépendant que du seul président de la République, ne peut pas être logé dans le même village, la même maison, entre les mains d'un cercle restreint. En d'autres pays, ça s'appelle un cartel. C'est inacceptable. Cette concentration est un danger pour l'État. Elle est un danger pour la République, mesdames et messieurs. En quatrième lieu, l'étrange silence du président de la République sur l'affaire Mbagnier. Dès l'annonce du verdict de la Cour internationale de justice, l'opinion nationale s'est emballée. L'opinion internationale s'est interrogée. Nous avons nous-mêmes dit qu'il convenait en pareille circonstance d'éviter toute polémique, car il s'agit d'une question de souveraineté nationale et qui requiert l'unité de la nation tout entière. La communication gouvernementale, ainsi que les explications des experts désignés pour ce dossier, n'ont pas suffi à clarifier les débats, à apaiser les esprits, car tant de questions demeurent sans réponse. Première question, qu'en est-il en définitive de la souveraineté du Gabon sur les îles Mbagnier, Cocotier et Konga?
Une fois qu'on a entendu ce qu'on a entendu, que retient-on? Le drapeau gabonais va-t-il continuer à flotter à Konga, Mbanié, Cocotier? Oui ou non? C'est la seule question qui vaille. Deuxième question. On nous a parlé de négociations avec la Guinée équatoriale. Sur quoi ces négociations devraient-elles porter? L'opinion doit le savoir. Troisièmement, quelles sont les localités gabonaises ou équato-guinéennes qui seraient en négociation, en discussion éventuelle entre les deux pays et qui composent la délégation qui négocie? Sur quelle base? Sur quel fondement? Quatrième question, mesdames et messieurs. Quelle était l'urgence pour le président gabonais d'aller passer un séjour en Guinée équatoriale, supposée visite d'État, pour discuter de quoi, négocier de quoi, avec un voisin avec lequel on pourrait avoir demain de lourds contentieux territoriaux? Que signifie cette visite? Une fois qu'on a à l'esprit l'étrange ingérence de la Guinée équatoriale dans l'élection présidentielle gabonaise, une fois qu'on a à l'esprit également le verdict Mbanié, et une fois qu'on a à l'esprit la symbolique de la première visite d'État d'un chef nouvellement élu à un pays, ça a toutes les significations que ça peut avoir. Et nous attendons du chef de l'État une prise de parole officielle. Pas les experts. Les experts n'ont pas été élus. Ils ne peuvent pas rendre compte au peuple. Ils ne peuvent pas répondre du peuple sur une question aussi importante que la souveraineté nationale. La voix du chef de l'État, par ailleurs chef du gouvernement, est attendue. Nous attendons des explications de la part du premier qui nous représente les raisons pour lesquelles le Gabon aurait perdu Mbani. Il faut une explication claire et nous l'exigeons. Cinquièmement, et c'est le cœur de la conférence de presse, mesdames et messieurs, les destructions massives des habitations à Plénoreti. En effet, comme vous le savez, les populations du quartier Plénoreti et ses environs sont dans une détresse sans nom, une détresse sans pareil, une détresse jamais connue de manière délibérée dans notre pays. Là où s'érigeaient des maisons d'habitation, des commerces, des écoles, des cliniques privées, ne subsistent que ruines et désolation. Derrière une maison que l'on casse, ce sont des vies que l'on brise. Dans ces maisons, des enfants sont nés. Dans ces maisons, des anniversaires ont été organisés. Des baptêmes ont été organisés. Des diplômes ont été fêtés. Il y a eu des deuils également. Ce sont des vies brisées qu'on ne reconstruira pas. A-t-on le droit de le faire en 2025 à son propre peuple? Des centaines de familles ont été jetées à la rue par l'État. Pas un tremblement de terre, pas une tornade, une décision délibérée de l'État. Sous prétexte d'un projet d'aménagement, construction d'une cité administrative. Mais la première en construction, dite Émeraude, est-elle terminée? Est-elle occupée? Est-ce cet endroit le seul lieu à trouver pour construire une cité administrative? N'y avait-il pas d'autres possibilités ailleurs? La question principale que pose cette opération d'une très grande brutalité ne réside pas sur les questions d'application ou non de la loi, mais sur la justice, sur l'équité. J'ai été sur le terrain. J'ai écouté les populations. J'ai rencontré les populations. Qu'est-ce qui m'a été dit sur le terrain? La plupart des personnes avec lesquelles j'ai discuté n'ont jamais été concernées par les déguerpissements, n'ont jamais été notifiées, n'ont jamais vu un enquêteur, n'ont jamais eu de croix sur leur maison. Pourquoi cet amalgame? Que cherche-t-on? Un État qui n'est pas capable, depuis 60 ans, d'offrir aux populations des terrains viabilisés, des terrains constructibles, ne peut pas exiger de titre foncier. Un État ne le peut pas. 80%, sinon plus, des habitations à Libreville sont sans titre foncier, y compris dans les zones dites résidentielles.
Si le sujet aujourd'hui est le titre foncier, alors où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on s'arrête? Mesdames et messieurs, j'ai une expérience gouvernementale. J'ai conduit des projets comme ministre. J'ai encadré des projets comme chef du gouvernement. Je ne connais aucun projet financé par un bailleur institutionnel autour duquel il n'y a au préalable aucune enquête sociale. Tous les bailleurs institutionnels exigent une enquête sociale pour mener un projet. Ils exigent, avant tout financement, que les questions d'indemnisation soient réglées avant la mise en œuvre du projet. Et si l'État n'a pas les moyens, le nécessaire pour indemniser les populations est intégré au coût du projet. C'est le cas que nous avons connu avec la voie de contournement, où les populations ont été identifiées, indemnisées au préalable. Un délai leur a été accordé. Certaines personnes ont même enlevé jusqu'au tôle, récupéré les tôles, récupéré tout ce qu'il y avait à récupérer avant de partir. Nous l'avons fait lorsqu'il s'est agi de l'élargissement du doublement de la route entre PK5 et PK12. Les populations ont été identifiées, ont été recensées, ont été indemnisées avant les travaux. Nous l'avons fait dans le cadre de la route, la transgabonaise, qui part du PK27 jusqu'à Kango. Toutes les populations impactées ont été identifiées, indemnisées au préalable. J'étais au ministère de l'Énergie. Avec la Banque mondiale, on a fait le projet PASMIR, y compris dans les villages. Lorsqu'on atteignait les arbres fruitiers, on indemnisait au préalable avant de passer les câbles. Comment est-ce possible qu'un État qui sait faire cela agisse avec cet aveuglement délibéré, mette à la rue des milliers de personnes? Comment est-ce possible? Nous ne pouvons pas nous taire et nous ne pouvons pas laisser faire. Nous nous sommes engagés, nous prendrons des avocats, on sera aux côtés des populations face à un État brutal et aveugle. Mes chers compatriotes, à ceux qui sont aujourd'hui à la manœuvre, qui ont la charge de conduire l'État, je voudrais m'adresser à eux, non pas en adversaire, mais en citoyen lucide, qui sait qu'un pouvoir, aussi légitime soit-il, ne gagne rien à briser son propre peuple. C'est un homme d'expérience que je vous parle et que je m'adresse à vous. Comme le dit une sagesse orientale, ne porte pas la hache au tronc de l'arbre sous lequel tu t'es abrité sous l'orage. Chacun a compris que les danses, les chansons, c'était pour la légitimité. Et une fois légitimé, le vrai visage apparaît, le visage de la brutalité. Mais je vous le dis, vous qui gérez l'État, et je le dis avec gravité, il est encore temps de reculer. Il est encore temps de revoir la copie et de trouver la solution la mieux adaptée pour les populations déjà impactées et en grande difficulté. Le chemin que vous avez emprunté n'est pas le bon. Rebroussez chemin. On peut bâtir sans détruire des vies. On peut réorganiser sans humilier. On peut assainir sans déshumaniser. Arrêtez cette opération. Arrêtez-la. Trouvez des solutions de relogement pour les populations qui ont été impactées. Le temps qu'un vrai recensement se fasse. Parce que manifestement, le gouvernement ne dit pas la vérité. Et je refuse ceux qui disent que le président n'était pas au courant. Il est le chef du gouvernement. Une telle opération ne peut pas avoir été organisée à son insu. Et si tel est le cas, il n'a pas à être président. Si dans ton pays, dans ta capitale, on peut détruire ça sans que tu sois au courant, c'est que tu ne mérites pas d'être président. Et si tu méritais d'être président, tu ne peux pas laisser faire ça. C'est ce que je dis. J'invite mes chers compatriotes, ceux qui, nombreux aujourd'hui, semblent se réjouir et défendre les défendables. On entend dire c'est la loi, il faut appliquer la loi. Mais c'est quelle loi? C'est la loi qui impose à l'État de fournir aux populations des terrains constructibles. L'État l'a-t-il fait? C'est quelle loi?
C'est la loi qui exige une indemnisation juste et préalable. C'est quelle loi? Il y a d'un côté la loi, de l'autre côté la justice. J'invite donc nos compatriotes qui semblent se réjouir et qui défendent l'indéfendable. Nos compatriotes qui brandissent l'application de la loi dans toute sa rigueur, je les invite à se rappeler que la loi sans la justice conduit à la barbarie, à l'injustice. Je les invite à se souvenir que le feu qui enflamme la cage du voisin peut aussi brûler ta propre cage. Non, un pays ne se construit pas à coup de silence imposé, ni de brutalité, fût-elle assumée, cette brutalité. Un pays se construit dans l'écoute, la bienveillance et la justice. Et croyez-moi, c'est un homme d'expérience qui vous le dit. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs de la presse, le Gabon n'est plus en transition. Le Gabon a un président élu, qui plus est chef du gouvernement. Le Gabon a une administration, elle est en place. Le Gabon a une constitution imparfaite. Nous avons combattu, mais elle est en vigueur. L'heure n'est plus aux accommodements. L'heure n'est plus aux à peu près. L'heure n'est pas à la punition collective. L'heure est à la vérité. Car ce qui se passe à Pénolti est une punition collective. La vérité, elle est laquelle? La vérité, c'est que le régime actuel, sous des habits neufs, reproduit des schémas anciens, mais en pire. Ces schémas, c'est la concentration du pouvoir. Ces schémas, c'est l'exclusion des voix indépendantes. Ces schémas, c'est la personnalisation des fonctions, le verrouillage du pluralisme, la brutalité administrative. Mais nous ne nous tairons pas. Nous ne négocierons pas notre silence. Nous ne couberons pas l'échine. Ce pays mérite une autre gouvernance. Ce pays mérite une autre vision. Ce pays mérite un autre souffle. Nous, ensemble pour le Gabon, et tous les compatriotes sensibles à ce qui se passe, nous voulons refuser la confiscation. Nous devons relever la tête pour que le rêve d'un Gabon juste, d'un Gabon humain, d'un Gabon libre, pluriel et fraternel, que ce rêve ne meure jamais. Nous n'avons pas dit notre dernier mot et notre parole portera. Je vous remercie.